Un enfant autiste n'avait jamais parlé, mais il voit la femme de ménage et crie « Maman !» pour la première fois. Tout le monde pleure. Pendant 5 ans, Arthur n'avait jamais prononcé un seul mot. Les médecins disaient qu'il ne parlerait peut-être jamais. Mais quand Éléonore a renvoyé la femme de ménage, quelque chose d'impossible s'est produit devant tout le monde. « Vous êtes viré !» hurla Éléonore dans le hall d'entrée. Monique se figea. Le chiffon de nettoyage trembla entre ses mains usées par le travail. « Prenez vos affaires, maintenant !» ordonna Éléonore, pointant la porte d'un doigt tremblant de rage. Les autres employés baissèrent la tête, gênés. L'un des agents de sécurité détourna le regard. La nouvelle nounou murmura quelque chose à sa collègue, un sourire discret aux lèvres. « Vous croyez que vous pouvez créer des liens émotionnels avec mon fils ?» Éléonore s'avança de quelques pas, le visage rouge de fureur. « Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Vous ne signifiez rien pour lui. Rien !» Monique ouvrit la bouche, essayant de parler, mais les mots ne sortirent pas. Son cœur s'emballa. 5 ans. 5 ans dédiés à cette maison. Au premier étage, Arthur commença à se balancer plus rapidement. Ses petites mains frappaient l'une contre l'autre à un rythme frénétique. Il ne comprenait pas les mots exacts, mais il comprenait le ton. Il comprenait que Monique était en danger. Il comprenait que quelque chose de terrible se passait. Éléonore agrippa le bras de Monique avec une force brutale. « Sortez cette femme d'ici, tout de suite, ou vous êtes viré aussi !» menaça Éléonore en s'adressant à l'agent de sécurité, sa voix tranchante comme du verre. Monique sentit ses jambes flageoler, tout son corps tremblant de manière incontrôlable. Comment une mère pouvait-elle être aveugle à ce point? Comment ne voyait-elle pas que Léo vivait pour ces instants simples passés aux côtés de Monique? Pour les chansons murmurées, pour les étreintes, pour être compris. Éléonore tourna le dos, satisfaite du pouvoir qu'elle venait d'exercer. Monique attrapa sa valise, les mains tremblantes, quand soudain, la porte de la chambre au premier étage s'ouvrit à la volée. Des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Arthur descendait en trébuchant, ce qu'il n'avait jamais fait. L'enfant de 5 ans, aux cheveux bruns bouclés et aux grands yeux sombres, dévala ses marches comme s'il courait chercher des réponses. Son petit corps fragile tremblait d'urgence pour atteindre Monique. Arthur Duval était un garçon qui vivait dans son propre monde, silencieux. Autisme sévère, diagnostiqué à 2 ans. Il n'avait jamais établi de contact visuel. Il ne répondait jamais à son propre nom sans difficulté. Il passait des heures à aligner ses petites voitures en rangée parfaite, geste après geste répétitif qui calmait son esprit agité. Les médecins disaient qu'il ne parlerait peut-être jamais, ne communiquerait jamais, n'aurait jamais une vie normale. Mais Arthur avait quelque chose qu'aucun spécialiste ne pouvait enseigner, un cœur qui ressentait profondément, même si sa bouche ne pouvait l'exprimer. Monique Fournier se tenait près de la porte, valise à la main, des larmes coulant librement sur son visage ridé. Une femme de 52 ans, les cheveux poivre et sel attachés en un chignon simple, la peau tannée par le travail à l'extérieur. Humble, invisible aux yeux de la plupart. Elle avait perdu son mari 8 ans plus tôt dans un accident qui avait également emporté son fils unique. Durant cette période sombre, Monique avait presque sombré dans la folie. Mais il y a 5 ans, quand elle avait commencé à travailler dans l'hôtel particulier des Moreau, quelque chose avait changé. Elle avait vu en Arthur cet enfant qu'elle avait perdu. Pas biologiquement, mais spirituellement. Elle avait étudié l'autisme seule, à la bibliothèque municipale de la ville. Elle avait appris qu'Arthur avait besoin de musique douce, de textures moelleuses, d'une patience infinie. Elle avait appris que chacun de ses mouvements avait une signification. Chaque son, chaque silence racontait une histoire. Monique avait donné à Arthur quelque chose qu'aucun médecin réputé n'avait réussi à lui offrir. Un amour authentique. Éléonore Moreau se tenait au milieu du hall, le bras toujours tendu, le doigt pointé vers la porte. Une femme de 38 ans, cheveux blonds lisses, expression toujours tendue, corps impeccable, entretenu par le sport et la chirurgie. Cadre supérieur à succès, mère qui n'avait jamais su être mère. Elle avait vu l'autisme d'Arthur comme une faille,
un défaut qui lui faisait honte socialement. Elle n'avait jamais eu la patience de comprendre ses gestes, ses rythmes, ses besoins profonds. Elle avait engagé les meilleurs thérapeutes, les neurologues les plus chers de Paris, mais rien ne fonctionnait parce qu'Éléonore ne croyait pas que son fils puisse être heureux tel qu'il était. Elle voulait le changer, le corriger, le transformer en quelque chose qui ne lui apporterait pas de gêne. Et quand elle réalisa que Monique obtenait ce qu'elle n'obtenait pas, calmer Arthur, le faire sourire, la jalousie déguisée en autorité maternelle explosa comme un venin. 3 personnes, 3 histoires, un garçon silencieux, une femme invisible, une mère perdue. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point d'assister à un miracle extraordinaire qui changera complètement votre perspective sur l'amour véritable et la connexion humaine pour toujours. Mais d'abord, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour faire partie de notre communauté exclusive qui croit profondément en la transformation authentique. Ne manquez pas ce moment spécial et unique. Arthur descendit les dernières marches et s'arrêta au milieu du hall, ses yeux fixés sur Monique. À cet instant silencieux, ce que personne ne percevait, c'est que chaque personne présente avait un désir qui brûlait en elle comme un feu incontrôlable. Monique désirait quelque chose qui allait bien au-delà d'un simple emploi. Elle désirait désespérément aider Arthur à se connecter au monde. Pendant 5 ans, elle avait appris chaque détail de lui. Elle savait que lorsqu'il se balançait vers la gauche, cela signifiait de l'anxiété. Elle savait que lorsque ses petites mains applaudissaient doucement, il était heureux. Elle savait que la musique classique l'apaisait plus que n'importe quel médicament. Monique rêvait de l'entendre parler, d'entendre sa petite voix dire un mot, n'importe quel mot. Elle voulait être reconnue non pas comme une femme de ménage, mais comme quelqu'un d'important dans la vie de ce garçon. Quelqu'un qui comptait vraiment. Dans les moments passés avec Arthur, tout en nettoyant la maison, elle lui murmurait des histoires, chantait des chansons que son fils, celui qu'elle avait perdu, aimait aussi. Arthur était sa seconde chance d'être mère. C'était sa rédemption après des années de désespoir. Et l'idée d'être arrachée d'ici, de perdre Arthur, c'était comme mourir à nouveau. Éléonore, de son côté, désirait quelque chose de complètement différent. Elle voulait qu'Arthur soit normal. Ce mot résonnait dans son esprit jour et nuit. Normal signifiait qu'il ne serait pas une source de honte lors des événements mondains. Cela signifiait qu'elle pourrait l'emmener au club sans que les gens chuchotent à propos de son fils spécial. Éléonore désirait un contrôle total sur sa vie, sur son avenir, sur son destin. Elle avait engagé les meilleurs professionnels, investi des fortunes en thérapie, en médicaments, en tout ce que la médecine moderne offrait. Mais rien ne fonctionnait parce qu'Éléonore n'avait jamais accepté que l'autisme d'Arthur n'était pas une maladie à guérir. C'était simplement qui il était. Elle avait commencé à éliminer tout ce qui pouvait interférer avec sa vision du succès maternel. Et quand elle réalisa que Monique réussissait là où elle échouait, qu'Arthur cherchait Monique avant de la chercher elle-même, la colère commença à la consumer entièrement. Elle désirait pouvoir contrôler les sentiments de son fils. Elle désirait qu'il l'aime par-dessus tout. Elle désirait pouvoir effacer cette femme de ménage de la mémoire d'Arthur, comme on efface une tache sur une vitre propre. Arthur, bien qu'il ne puisse l'exprimer par des mots, avait ses propres désirs brûlant dans sa petite poitrine. Il désirait communiquer. Son monde était fait de sons internes, de pensées qui n'atteignaient jamais la surface, d'émotions piégées en lui comme des oiseaux en cage. Il désirait que les gens comprennent ce qu'il ressentait sans avoir besoin de parler. Il désirait que sa mère biologique le serre dans ses bras sans paraître mal à l'aise, sans ce contact rigide et précipité. Mais plus que tout, Arthur désirait être près de Monique. Quand elle était proche, le monde avait un sens. Quand elle chantait, il parvenait à se détendre. Quand elle lui touchait doucement la tête, ce contact magique, son corps entier se relaxait. Monique était son port de sécurité dans un océan de confusion. Tous ses désirs coexistaient dans ce hall d'entrée, invisible mais palpable. Monique avec sa valise à la main, le cœur brisé. Éléonore, avec son pouvoir de dirigeante, son contrôle absolu. Arthur descendant cet escalier qu'il n'avait jamais descendu seul.
3 désirs, 3 vérités, 3 visions complètement différentes de ce qui devait arriver. Mais tandis qu'Éléonore se retournait, satisfaite, sûre de sa victoire, quelque chose était sur le point de changer. Quelque chose qu'aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pourrait contrôler. Mais la vérité est qu'aucun de ses désirs n'était en voie de se réaliser pacifiquement. Les conflits avaient commencé des mois auparavant, montant comme une tempête que personne ne pouvait contenir. Éléonore avait commencé à remarquer quelque chose qui la mettait profondément en colère. Chaque fois qu'Arthur entrait en crise, lorsque ses comportements s'intensifiaient, lorsqu'il refusait de prendre ses médicaments, il n'y avait qu'une seule personne qui parvenait à le calmer. Monique. Les neurologues les plus réputés de Paris n'obtenaient pas ce que cette femme de ménage arrivait à faire. Les thérapeutes spécialisés, avec leurs diplômes accrochés au mur, échouaient là où Monique réussissait. Éléonore avait investi plus de 10 000 € par mois en traitement. Et une femme qui gagnait le SMIC parvenait à faire en 5 minutes ce qu'il n'obtenait pas en une séance entière. Cela brûlait Éléonore. Plus que tout. Alors, elle commença à enquêter. Elle installa des caméras de sécurité dans toute la maison, officiellement pour protéger Arthur. Mais en réalité, elle voulait surprendre Monique à faire quelque chose de mal. Elle voulait trouver une raison, n'importe laquelle, pour justifier sa colère grandissante. Et elle vit Monique chanter doucement pour Arthur tout en nettoyant sa chambre. Elle vit Monique permettre à Arthur de toucher ses cheveux, son visage, des choses qu'Éléonore elle-même ne pouvait permettre. Elle vit des moments de connexion pure, authentique, entre cet employé de maison et son fils. Éléonore commença à interdire. Elle interdit à Monique d'entrer dans la chambre d'Arthur sans surveillance. Elle interdit tout contact physique au-delà du nécessaire. Elle interdit les chansons, les murmures, ces moments qui faisaient sourire Arthur. Mais l'état d'Arthur empira. Il recommença à s'auto-mutiler, se cognant la tête contre le mur lorsqu'il était anxieux. Il recommença à avoir des crises de larmes sans raison apparente. Et Éléonore, au lieu de reconnaître qu'elle avait tort, accusa Monique. « Vous l'avez rendu émotionnellement dépendant », dit Éléonore un soir, pointant du doigt Monique alors qu'Arthur dormait. « Il doit apprendre à être indépendant. Il doit apprendre à gérer avec moi, sa vraie mère, pas avec une femme de ménage. » Monique avait baissé la tête à ce moment-là, sentant le poids des mots. Avait-elle raison? S'était-elle trop attachée? Était-elle en train de nuire à Arthur? Mais la réponse vint la semaine suivante. Une pédopsychiatre, l'une des rares professionnelles qu'Éléonore avait engagées et qui comprenait vraiment l'autisme, expliqua qu'Arthur n'était pas émotionnellement dépendant de Monique. Il était en sécurité émotionnelle. Il y avait une différence cruciale. Monique avait créé un environnement où Arthur se sentait compris, accepté, aimé, sans condition. Ce n'était pas de la dépendance, c'était de la santé mentale. À l'intérieur d'Arthur, il y avait aussi un conflit silencieux. Il sentait la colère de sa mère, il sentait la tension quand Éléonore était proche. Mais il sentait aussi l'amour de Monique, cet amour qui l'enveloppait comme une couverture chaude. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait conflit. Pourquoi 2 personnes pour lesquelles il ressentait de l'amour ne pouvaient-elles pas être ensemble en harmonie? Et Monique vivait avec la culpabilité. Culpabilité d'avoir envahi un espace qui ne lui appartenait pas. Culpabilité d'aimer un enfant qui n'était pas le sien. Culpabilité de se placer entre une mère et un fils. Mais chaque fois qu'elle regardait dans les yeux d'Arthur, cette culpabilité disparaissait, remplacée par une certitude. Il avait besoin d'elle. Il la choisissait. Et elle ne pouvait pas l'abandonner. Le point de rupture fut atteint la veille, quand Éléonore entra dans la chambre d'Arthur et le vit blotti contre Monique, son petit corps détendu, sa respiration calme. Éléonore entra en fureur. Cette étreinte représentait tout ce qu'elle sentait avoir perdu avec son fils, et elle décida qu'elle ne pouvait plus le permettre. Renvoyer Monique n'était pas seulement une question d'autorité, c'était une question de pouvoir. C'était Éléonore qui tentait de reprendre le contrôle sur la vie de son fils. Mais elle ne savait pas qu'elle était sur le point de découvrir que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées,
que le cœur d'un enfant sait exactement ce dont il a besoin, et que ce jour-là, à cet instant précis dans le hall de l'hôtel particulier, tout allait changer. Arthur descendait encore les escaliers quand Éléonore entra dans le hall, portant une mallette noire et une télécommande à la main. Son visage était rouge de fureur. Elle avait réuni tout le personnel là, intentionnellement. Le majordome, les 2 nounous, l'agent de sécurité, la cuisinière, tout le monde. Elle avait planifié cela comme une démonstration publique de pouvoir. « Je dois faire une annonce importante concernant les limites professionnelles dans cette maison », dit Éléonore, sa voix tranchante comme du verre brisé. Monique sentit son estomac se nouer. Quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Éléonore alluma le projecteur qu'elle avait fait apporter quelques minutes plus tôt. Sur le mur blanc du hall commencèrent à apparaître des images, des vidéos de la caméra de sécurité. Monique fredonnant pour Arthur, tout en nettoyant. Monique lui tenant la main pendant une crise. Monique serrant Arthur dans ses bras alors qu'il dormait sur le canapé. « Regardez bien », dit Éléonore, pointant l'écran. La femme de ménage se prend pour sa mère. La femme de ménage se prend pour une psychologue. La femme de ménage pense avoir plus de droits sur mon fils que moi, sa mère biologique. Des rires nerveux parcoururent les rangs des employés. Personne ne savait comment réagir. « Vous avez dépassé toutes les limites professionnelles », continua Éléonore, se tournant vers Monique avec des yeux pleins de haine. « Vous avez créé une dépendance émotionnelle pathologique chez un enfant vulnérable. Vous, une simple employée de maison, pensez savoir mieux que les neurologues, les thérapeutes, les médecins spécialisés ?» Monique ouvrit la bouche pour parler, mais Éléonore leva la main, l'interrompant brusquement. « Vous avez étudié l'autisme où ? À la bibliothèque. Vous avez quelle formation ? Le brevet des collèges. » Éléonore faisait les 100 pas, son doigt pointé comme une arme. « Mon fils a régressé depuis que vous avez commencé vos petites manigances. Les médecins l'ont confirmé. C'était un mensonge. Les médecins avaient dit exactement le contraire. Mais la vérité n'importait pas à ce moment-là. Ce qui importait, c'était l'humiliation publique, c'était le pouvoir d'Éléonore exercé devant tous. Les thérapeutes hors de prix que j'engage disent qu'il a développé une dépendance émotionnelle néfaste, continua Éléonore, sa voix montant en volume. Qu'il va plus mal, que vous avez nui à mon fils. Monique sentit ses mains se mettre à trembler. Des larmes lui brûlaient les yeux. Pour la première fois depuis des années, il a refusé de prendre ses médicaments parce que vous lui avez fait croire qu'il n'en avait pas besoin, dit Éléonore, son expression tordue de rage. Vous l'avez rendu faible, dépendant d'une femme qui n'est rien pour lui. Le majordome détourna le regard, honteux de la scène. La cuisinière se mordait la lèvre, mal à l'aise. Même l'agent de sécurité qui avait toujours été gentil avec Monique ne pouvait la regarder en face. « Comment osez-vous faire ça ?» Éléonore s'approcha encore de Monique. « Comment vous, une femme sans éducation, sans ressources, sans rien, pensez-vous pouvoir remplacer une mère ?»« Je n'essaie de remplacer personne, madame, » dit Monique, sa voix tremblante. « Je voulais juste aider, je voulais juste qu'Arthur aille mieux. »« Aider ?» Éléonore rit, un son sans joie. « Vous avez créé un lien toxique, vous l'avez rendu dépendant de vous. Maintenant, il ne peut plus rester seul avec moi sans paniquer. Vous savez ce que c'est ? C'est de l'abus émotionnel. » Ces mots transpercèrent Monique comme des couteaux. De l'abus ? Elle ne s'était jamais vue comme quelqu'un qui nuisait à Arthur. Elle s'était toujours vue comme quelqu'un qui le sauvait. « Vous n'êtes qu'une intruse, » continua Éléonore, augmentant l'intensité. « Une intruse qui a envahi la vie de ma famille. Une intruse qui a profité de la vulnérabilité de mon fils pour attirer l'attention, pour se sentir importante. » La nouvelle nounou murmura quelque chose à sa collègue, couvrant son rire de la main. Ce fut le coup de grâce. Monique sentit son monde s'effondrer. Les yeux des autres employés sur elle étaient comme un poids. Elle était détruite publiquement, et tous en étaient témoins. Tous voyaient la femme qui avait travaillé 5 ans dans cette maison être jetée comme un déchet. « Vous croyez qu'un enfant autiste peut discerner des émotions complexes ?» demanda Éléonore, n'attendant pas de réponse. « Vous croyez qu'Arthur vous aime vraiment ? Vous croyez que c'est réciproque ?
Vous croyez que c'est autre chose que de la dépendance psychologique? Monique ne pouvait répondre. Les larmes coulèrent enfin. Sa respiration devint haletante. « Laissez-moi être clair, » dit Éléonore, son ton devenant glacial. « Vous avez exactement 10 minutes pour quitter cette maison, prendre vos affaires et partir. Et si j'apprends que vous avez essayé de dire au revoir à Arthur, si vous essayez de lui parler, j'appelle la police pour violation de propriété. Compris ?» Monique hocha simplement la tête, incapable de parler. Alors qu'elle montait chercher sa valise dans la chambre du personnel, personne ne l'accompagna. Personne n'essaya de la consoler. Personne ne la regarda même dans les yeux. Et au premier étage, Arthur commença à se balancer plus fort, ses cris silencieux résonnant dans la maison alors qu'il sentait sa sécurité être arrachée de ses petites mains. Si vous aussi vous vous êtes déjà senti invisible, si vous avez déjà aimé inconditionnellement, laissez un et commentez. L'amour qui reconnaît les personnes invisibles. Parce que des histoires comme celle-ci doivent être célébrées, partagées et rappelées. Votre réaction compte. Votre cœur compte. Monique descendit les escaliers, valise à la main, ses pas résonnant dans l'hôtel particulier vide. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes qu'elle ne pouvait plus contenir. Chaque marche qu'elle descendait était comme un poids supplémentaire sur sa poitrine. 5 ans. 5 ans de sa vie dédiés à ce lieu, à ce garçon, à cette routine qui était devenue sa raison d'être. Et tout s'était effondré en moins de 10 minutes. Alors qu'elle traversait le hall en direction de la porte, Éléonore observait de loin, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage affichait de la satisfaction. Elle avait exercé son pouvoir, établi ses limites, réaffirmé son autorité. Elle se sentait victorieuse. Mais Monique ne pensait pas à Éléonore à ce moment-là. Son esprit était ailleurs. Il était au premier étage, dans la chambre d'Arthur, où elle savait qu'il s'effondrait. Il avait commencé à se balancer violemment dès qu'il avait entendu le ton de la voix de sa mère dans le hall. Arthur ne comprenait pas les mots complexes, mais il comprenait les émotions. Il comprenait la colère. Il comprenait le rejet. Il comprenait la perte. Et son petit esprit autiste traitait tout cela de manière fragmentée, désespérée, chaotique. Quand il entendit la porte se fermer, quand il comprit réellement que Monique partait, que Monique n'était plus là, Arthur fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il cria, un cri aigu, primal, rempli d'angoisse pure. Ses petits poings frappèrent contre le mur, son corps se jeta au sol. C'était comme si quelqu'un lui arrachait une partie de lui-même, comme si on le déchirait en deux. Monique entendit ce cri depuis l'extérieur de la maison. Elle avait atteint le portail quand ce son traversa les murs, traversa ses défenses, traversa son cœur. Elle s'arrêta. Ses mains lâchèrent la valise. C'était le cri d'Arthur. C'était le cri de désespoir d'un enfant qui ne pouvait exprimer avec des mots ce qu'il ressentait. « Non !» murmura Monique, se retournant pour revenir. Mais l'agent de sécurité lui barra le chemin. « Vous avez reçu un ordre clair, Monique. Je ne peux pas vous laisser rentrer. » Monique vit le portail se fermer. Elle vit Éléonore apparaître à la fenêtre du hall, l'observant avec satisfaction. Et elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle entrait en crise. Ce n'était pas différent de ce qu'Arthur vivait à cet instant. C'était juste un autre type de crise, la crise de quelqu'un qui avait perdu sa raison de vivre, la crise de quelqu'un qui avait perdu un enfant 2 fois dans sa vie. Son premier fils était parti alors qu'il n'avait que 8 ans. Un accident de voiture, un instant, une fraction de seconde, et il disparaissait de sa vie pour toujours. Monique avait mis des années à réapprendre à respirer, à se réveiller le matin sans sentir qu'elle allait mourir de douleur. Et maintenant, Arthur, ce garçon qui était devenu son fils spirituel, sa raison de se lever, son but. On l'arrachait de ses mains. Elle marcha dans la rue sans direction, sans savoir où elle allait. La valise pesait des tonnes. Ses yeux étaient si gonflés qu'elle pouvait à peine voir. Monique pensait à toutes les choses qu'Arthur n'aurait jamais maintenant. Il n'entendrait jamais ces histoires. Elle ne le verrait jamais s'améliorer. Elle ne saurait jamais s'il avait finalement commencé à parler. Elle ne saurait jamais ce qu'il deviendrait. À l'intérieur de la maison, Éléonore montait les escaliers en direction de la chambre d'Arthur. Elle entendit les cris diminuer.
Quand elle ouvrit la porte, elle vit son fils recroquevillé dans un coin, se balançant d'avant en arrière, ses yeux écarquillés de terreur et de confusion. « Arthur, mon chéri, calme-toi », dit Éléonore, s'approchant de lui les bras ouverts. Mais Arthur se recroquevilla davantage, s'éloignant d'elle. Il voulait Monique, il connaissait ce corps, ce contact, cette odeur. Il ne connaissait pas Éléonore de cette façon. Éléonore était froide, Éléonore était tendue. Éléonore le faisait se sentir encore plus perdu. Elle s'éloigna, le laissant là. Plus tard, elle rationaliserait cela. Elle dirait qu'Arthur surmonterait, que ce n'était qu'une femme de ménage, qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée, que c'était juste de la dépendance émotionnelle, qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais au fond de son cœur, Éléonore ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Était-ce de la culpabilité, du regret? Elle ne savait pas comment gérer cela, alors elle l'enterra profondément, là où elle n'aurait pas à le regarder. Monique, pendant ce temps, était assise sur un banc à un arrêt de bus, la valise à côté d'elle, les yeux perdus dans le vide. Elle pensait à Arthur, découvrant qu'elle avait disparu. Elle pensait à sa panique, à sa confusion, à son sentiment d'abandon. « Il va te détester », murmura une voix dans sa tête. « Il va penser que tu l'as abandonné. Il va croire que tu ne l'aimais pas assez pour rester. » Monique savait que c'était faux, mais à cet instant, elle s'autorisa à y croire. À cet instant, elle s'autorisa à souffrir complètement. Et dans la maison, Arthur finit par s'endormir d'épuisement émotionnel pur, ayant pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Son petit corps tremblant encore légèrement dans les restes de son pyjama trempé de larmes et de sueur. La nuit tombait sur l'hôtel particulier des Moreau, quand le docteur Julien Renaud gara sa voiture à l'entrée. Il venait une fois par mois pour les consultations de routine avec Arthur, suivant le développement neurologique du garçon. Mais ce vendredi-là, quelque chose l'avait fait venir plus tôt, une intuition, un appel qu'il ne pouvait expliquer. Quand il franchit la porte principale, le docteur Renaud perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence était absolu. Aucun son d'Arthur jouant, aucun rire. Rien, juste un vide pesant qui planait sur toute la maison. Éléonore apparut dans le hall, son visage affichant une fausse sérénité. « Docteur Renaud, quelle surprise! Arthur se repose. Peut-être pouvons-nous reporter à la semaine prochaine ?» Mais le docteur Renaud travaillait avec l'autisme depuis plus de 30 ans. Il connaissait les signes, il connaissait cette énergie altérée dans la maison. Il connaissait ce regard d'Éléonore, qui en révélait plus qu'elle ne l'aurait souhaité. « Éléonore, j'ai besoin de voir Arthur maintenant, » dit-il, sa voix professionnelle mais ferme. Elle le conduisit à la chambre. Arthur était assis par terre, complètement immobile, les yeux vides. Il ne se balançait pas, il ne bougeait pas. Il était dans un état catatonique de dépression infantile. Le docteur Renaud n'avait vu cela qu'une seule fois dans sa vie. C'était terrible. « Que s'est-il passé ici ?» demanda le docteur Renaud, s'agenouillant à côté d'Arthur et touchant doucement son visage. Éléonore expliqua sa version. Qu'elle avait renvoyé la femme de ménage pour comportement inapproprié. Qu'elle établissait des limites saines. Qu'Arthur devait apprendre à être indépendant. Mais le docteur Renaud l'interrompit. « Où est Monique ?» Le silence d'Éléonore fut une réponse suffisante. Le docteur Renaud descendit les escaliers et trouva le téléphone fixe dans le bureau. Ses doigts tremblaient, tandis qu'il composait le numéro noté sur une liste d'urgence que Monique avait laissé en commençant à travailler dans la maison. Il avait gardé ce numéro pendant 5 ans, sans savoir pourquoi. Monique répondit à la 3e sonnerie, sa voix rauque de pleurs. « Monique, c'est le docteur Renaud. Où êtes-vous » Elle expliqua tout. Le renvoi public, l'humiliation, le cri d'Arthur qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Le docteur Renaud retourna immédiatement voir Éléonore. « Vous venez de commettre une grave erreur, » dit-il, sa voix tremblant d'une colère contenue. Éléonore haussa un sourcil. « Pardon ? Vous avez renvoyé la personne qui faisait plus de progrès avec votre fils que n'importe quel professionnel que vous avez payé, » dit le docteur Renaud, s'asseyant et ouvrant son ordinateur portable. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous avez enregistré tous les progrès d'Arthur ces 2 dernières années ?» Éléonore acquiesça, lui transmettant les fichiers. Le docteur Renaud ouvrit les graphiques de développement. « Ici.
Il y a exactement 5 ans, Arthur n'avait pratiquement aucun contact visuel. Il s'automutilait fréquemment. Il ne répondait pas aux stimuli sensoriels positifs. C'est exact. Oui, mais attendez, interrompit le docteur Renaud. Maintenant, ces 6 derniers mois, il y a un changement significatif. Contact visuel augmenté de 40%. Comportement d'automutilation réduit de 60%. Réponse à la musique augmentée de 75%. Qu'avez-vous fait différemment ces 6 derniers mois? Éléonore devint pâle. Elle savait exactement ce qui avait changé. Monique. Mais elle ne pouvait pas l'admettre. Cela signifierait qu'elle avait commis une erreur. Cela signifierait qu'elle avait nui à son propre fils. Madame Moreau, en 30 ans de neurologie, j'ai identifié un schéma clair chez les enfants autistes, continua le docteur Renaud, sa voix maintenant plus douce, mais toujours ferme. Quand un enfant se sent en sécurité émotionnelle, quand il y a la présence constante d'un amour authentique, leur cerveau fonctionne littéralement mieux. C'est de la neurobiologie pure. Ce n'est pas de la dépendance émotionnelle, c'est de la santé mentale. Éléonore s'assit, son corps entier s'effondrant. Savez-vous quel est le plus grand prédicteur de progrès chez les enfants autistes? Demanda le docteur Renaud. Ce ne sont pas les médicaments coûteux, ce ne sont pas les thérapeutes d'élite. C'est la constance, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui comprend, qui aime, quelqu'un comme Monique, mais ce n'est qu'une femme de ménage, murmura Éléonore, réalisant, même en le disant, à quel point cela sonnait creux. Elle est neurologiquement plus précieuse pour le développement de votre fils que n'importe quel diplôme que je possède, répondit le docteur Renaud avec une précision absolue. Et vous venez de créer un traumatisme qui pourrait prendre des années à cicatriser. Éléonore se mit à pleurer. Mais ce n'était pas encore des larmes de regret. C'étaient les larmes de quelqu'un qui réalisait enfin qu'elle avait détruit la chose la plus importante de sa vie. Le docteur Renaud regarda sa montre. « Où est Monique maintenant ?» Le docteur Renaud se dirigea vers le hall d'entrée, son esprit fonctionnant rapidement. Il savait exactement où était Monique. Il lui avait appelé un taxi pendant qu'il était au téléphone, lui demandant d'attendre à l'arrêt de bus voisin, à 15 minutes de la maison. « Je vais la chercher, » dit le docteur Renaud à Éléonore. « Et quand je reviendrai, vous comprendrez exactement ce que vous avez perdu aujourd'hui. » Éléonore resta seule dans ce hall immense, entourée de luxe, environnée de vide. Elle monta dans la chambre d'Arthur et le trouva toujours immobile, toujours dans cet état catatonique de désespoir. Elle essaya de le toucher, de le serrer dans ses bras, mais il se recroquevilla. Son propre fils la rejetait, et c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. Pendant ce temps, le docteur Renaud garait sa voiture à l'arrêt de bus. Il vit Monique assise sur un banc, sa valise à côté d'elle, son corps tout recroquevillé comme si elle portait le poids du monde. « Monique !» appela le docteur Renaud, s'approchant avec précaution. Elle leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés, reconnaissant ce visage familier. « Docteur Renaud, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix fragile. « Montez dans la voiture. Nous avons un garçon qui a désespérément besoin de vous, » dit-il en prenant sa valise. Monique ne comprit pas bien ce qui se passait, mais quelque chose dans son cœur commença à s'accélérer. Y avait-il une chance? Y avait-il une possibilité? Quand ils revinrent à la maison, le docteur Renaud fit entrer Monique par le portail. Éléonore les accueillit à l'entrée, son visage montrant une expression qui était un mélange d'espoir, de honte et de désespoir. « Monique, commença Éléonore, mais le docteur Renaud leva la main. « Laissez-moi parler d'abord, Éléonore, » dit le docteur Renaud, sa voix autoritaire. « Il y a 5 ans, Arthur était un enfant complètement isolé. Les spécialistes que vous payiez très cher se contentaient d'administrer des médicaments. Personne ne le comprenait vraiment, personne ne l'aimait vraiment. » Éléonore écouta chaque mot, son corps tremblant. « Monique, » continua le docteur Renaud, se tournant vers elle, « vous avez étudié l'autisme. » « Un peu, docteur, à la bibliothèque municipale, » répondit timidement Monique. « Et qu'avez-vous découvert qui fonctionnait avec Arthur, qu'il avait besoin de se sentir en sécurité, » dit simplement Monique, « que lorsque je chantais doucement, quand je respectais son espace, quand je lui permettais de toucher mes cheveux, tout allait mieux. » « Exactement, »
dit le docteur Renaud, se tournant vers Éléonore. Vous avez découvert, seul, sans diplôme, sans formation formelle, ce que toute la neuroscience moderne recommande pour les enfants autistes. Vous avez découvert l'empathie authentique. Le docteur Renaud prit Monique par le bras et la conduisit vers les escaliers. Arthur est dans sa chambre. Il est dans un état de crise sévère depuis que vous êtes parti. Il vit un traumatisme d'abandon. Il a besoin de vous, maintenant. Monique monta ses escaliers comme dans un rêve. Quand elle ouvrit la porte de la chambre d'Arthur, elle vit son petit garçon recroquevillé dans le coin, complètement immobile. « Arthur » murmura Monique, s'agenouillant. Les yeux du garçon bougèrent. Juste cela. Juste un mouvement minime des yeux dans sa direction. « Je suis là, mon amour, je suis là, » dit Monique, s'approchant lentement, ne voulant pas l'effrayer. Arthur leva la tête. Son visage était ravagé par les larmes et le désespoir. Ses lèvres tremblaient. « commença-t-il, sa voix rauque d'avoir tant pleuré. Monique se figea. Arthur n'avait jamais essayé de parler auparavant. Il n'avait jamais émis de son qui ressemble à un vrai mot. Des larmes coulèrent sur le visage de Monique. « Je suis là, mon chéri, je suis là !» Arthur rampa jusqu'à elle et se jeta dans ses bras avec une force que Monique n'avait jamais sentie auparavant. Il pleurait et ses petits poings s'agrippaient à son corps, comme si elle était la seule chose qui importait au monde. Parce qu'elle l'était. Pour Arthur, Monique était tout. Le docteur Renaud, observant depuis la porte, dut s'éloigner, incapable de contrôler ses propres larmes. Après quelques minutes, Monique porta Arthur jusqu'au canapé. Il ne lâcha pas sa main. Pas une seule fois. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de Monique. Éléonore apparut à la porte de la chambre, regardant la scène. Elle vit son fils, qui avait été froid et distant avec elle pendant si longtemps, complètement enveloppé d'amour et de sécurité dans les bras de cette femme de ménage. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura Éléonore pour elle-même. Le docteur Renaud posa une main sur son épaule. « Ce qui importe maintenant, ce n'est pas le passé. C'est l'avenir. Vous avez un choix à faire. » Éléonore descendit lentement les escaliers. Elle savait qu'elle avait commis une erreur terrible. Et elle savait qu'elle devait la corriger. 40 minutes plus tard, le docteur Renaud était toujours dans la maison quand Éléonore entra dans la pièce où Monique et Arthur étaient ensemble. Le garçon dormait paisiblement, sa main tenant toujours celle de Monique. « Monique, » dit Éléonore, sa voix petite et brisée, « j'aimerais vous offrir un nouveau contrat. En tant que gouvernante officielle d'Arthur, avec un salaire adéquat, des avantages, tout ce que vous méritez, si vous voulez rester. » Monique regarda Arthur, puis elle regarda Éléonore. « Je resterai, » dit simplement Monique, « mais pas pour le poste, je resterai pour Arthur. » À cet instant, quelque chose à l'intérieur d'Éléonore commença à se briser. Pas une mauvaise rupture, le genre de rupture qui doit arriver pour que la guérison puisse commencer. C'était Éléonore qui comprenait enfin qu'être mère, ce n'est pas une question de contrôle, c'est aimer quelqu'un plus que l'on s'aime soi-même. Et tandis que la nuit tombait sur la maison, un enfant autiste reposait paisiblement, sa main connectée à celle d'une femme qui avait appris le plus grand secret de la vie, que l'amour authentique ne reconnaît pas les barrières de profession, de classe sociale ou de rôle familial. L'amour, tout simplement, est. L'aube se leva lentement sur l'autel particulier des Moreau. Les rayons du soleil pénétraient par les fenêtres de la chambre d'Arthur, illuminant son petit visage encore endormi. Monique se réveilla sur le canapé où elle avait passé toute la nuit, sa main n'ayant jamais lâché la sienne. Son corps lui faisait mal, son dos réclamait du confort, mais son cœur était complet d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Arthur ouvrit lentement les yeux. Pendant un instant, il parut confus, comme s'il avait besoin de réorienter son monde. Mais quand il vit Monique là, quand il reconnut ce visage si familier, sa petite bouche s'ouvrit en un sourire. Un vrai sourire, le premier sourire authentique que Monique voyait ce jour-là. « Bonjour, mon amour » murmura Monique, se levant doucement pour le serrer dans ses bras. Arthur se blottit contre elle, son petit corps s'ajustant parfaitement contre le sien.
Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce son qui avait commencé la nuit précédente, ce murmure « Ma » revint. « Ma » répéta Arthur, ses yeux fixés dans les siens. « Oui, mon chéri, je suis là » répondit Monique, son cœur s'accélérant. « Maman » compléta Arthur, sa voix rauque mais reconnaissable. Monique se figea. Des larmes coulèrent sur son visage. Ce mot simple et puissant qu'elle avait rêvé d'entendre pendant 5 ans, ce mot qui signifiait qu'Arthur pouvait enfin exprimer ce qu'il ressentait pour elle. « Oui, mon chéri, je suis ta maman, dit Monique, le serrant fort contre elle, laissant les larmes couler librement. Au même moment, à l'étage inférieur, Éléonore était assise dans la cuisine avec le docteur Renaud. Elle n'avait pas dormi. Elle avait passé toute la nuit à se confronter à ses propres choix, à ses propres culpabilités, à son propre échec en tant que mère. « Il a dit un mot », informa le docteur Renaud, descendant les escaliers. Son premier mot clair. Il a appelé Monique « maman ». Éléonore ferma les yeux. Cela aurait dû être une nouvelle merveilleuse. Et ça l'était. Mais c'était aussi un miroir de la vérité qu'elle ne pouvait éviter. Arthur avait choisi, et son choix ne s'était pas porté sur elle. « Vous voulez le voir ?» demanda le docteur Renaud. Éléonore hésita. Elle avait peur de ce qu'elle verrait, peur du rejet de son propre fils. Mais elle monta quand même ses escaliers. Quand elle entra dans la chambre, elle vit Monique et Arthur ensemble, enlacés, l'enfant murmurant ce mot encore et encore, « Maman, maman, maman ». Éléonore s'arrêta à la porte. Son cœur voulait exploser de joie et se briser de douleur en même temps. Arthur leva les yeux et vit sa mère biologique à la porte. Pendant un instant, il parut confus. C'était la femme qu'il avait laissée seule. C'était la femme dont il avait senti la colère. Mais Monique fit quelque chose d'extraordinaire. Elle se leva, tenant la main d'Arthur. « Arthur, regarde qui est là », dit doucement Monique. « C'est ta maman. »« Maman ?» demanda Arthur, regardant Éléonore. « Oui, mon chéri, c'est ton autre maman, la maman qui t'a donné la vie », expliqua Monique. Éléonore s'approcha lentement, comme si elle se déplaçait dans un rêve. Elle s'agenouilla devant son fils, ses mains tremblantes. « Bonjour, Arthur » murmura-t-elle. « Bonjour, mon fils. » Arthur regarda Monique, puis Éléonore. Il ne comprenait pas complètement, mais il comprenait l'émotion. Et il sentait la peur. Monique plaça la main d'Arthur dans celle d'Éléonore. Un geste simple, mais transformateur. « Elle t'aime très fort, mon chéri. Elle a appris aujourd'hui comment t'aimer de la manière dont tu as besoin, » dit Monique. Éléonore sentit le petit doigt d'Arthur toucher son visage. Ce contact minime déclencha quelque chose en elle. Elle se mit à pleurer, ses épaules secouées de sanglots. « Pardon, » murmura Éléonore. « Pardon de ne pas t'avoir compris. Pardon d'avoir eu peur de qui tu es. Pardon d'avoir tout fait de travers. » Arthur observa les yeux embués de sa mère. Et il fit quelque chose que personne n'attendait. Il étendit son petit bras et toucha le visage d'Éléonore, imitant le geste qu'elle avait fait avec lui. « Maman, triste ?» demanda Arthur. Cette simple question changea tout, parce qu'Arthur faisait preuve d'empathie. Il reconnaissait l'émotion chez une autre personne et montrait de l'inquiétude. C'était une capacité sociale que les médecins avaient dit qu'il ne développerait peut-être jamais. Éléonore ne put répondre avec des mots. Elle serra simplement son fils dans ses bras, sentant toujours la main de Monique sur son épaule, offrant soutien et compréhension. Le docteur Renaud, observant depuis la porte, retira ses lunettes. En 30 ans de travail sur la neurodiversité, en 30 ans à voir des enfants autistes lutter pour communiquer, il n'avait jamais vu un moment de transformation aussi pur. Ce n'était pas une guérison. L'autisme d'Arthur n'avait pas disparu. Mais ce qui s'était passé était peut-être plus important qu'une guérison. Arthur avait trouvé suffisamment de sécurité pour communiquer. Il avait trouvé suffisamment d'amour pour exprimer de l'empathie. Il avait trouvé suffisamment d'espoir pour aller de l'avant. Le garçon qui n'avait pas parlé pendant 5 ans avait enfin trouvé sa voie. Non pas parce que des médicaments miracles avaient fonctionné,
non pas parce que des thérapeutes brillants avaient découvert la formule parfaite, mais parce qu'une femme humble, une femme de ménage invisible aux yeux de la société, avait aimé un enfant autiste de manière si authentique, si inconditionnelle, que cet enfant avait enfin compris qu'il était digne d'être aimé. Et dans cette chambre, avec le soleil levant illuminant leur visage, 3 personnes qui, quelques semaines plus tôt, étaient séparées par le rejet et la peur, étaient maintenant connectées par quelque chose qu'aucune force au monde ne pourrait séparer. Éléonore serrait son fils dans ses bras. Arthur serrait sa mère biologique dans ses bras pour la première fois avec une réelle confiance. Et Monique, l'invisible, la femme de ménage, la femme que personne ne croyait capable de quelque chose d'extraordinaire, avait enfin reçu la reconnaissance dont elle avait besoin, être mère, être importante, être aimée. La victoire n'était pas qu'Arthur ait vaincu son autisme, c'était qu'un garçon autiste ait enfin vaincu l'isolement qui l'entourait. C'était qu'un enfant puisse enfin dire au monde « J'existe, je ressens, je mérite d'être aimé ». Et cette victoire avait le goût de l'espoir. Le son de pas accélérés résonna dans les escaliers. Le majordome, la cuisinière et les nounous avaient entendu les cris d'Arthur toute la nuit précédente. Ils avaient entendu le silence effrayant qui avait suivi. Et maintenant, ils entendaient des sons différents, des sons de joie, les sons d'un enfant qui communique. Quand ils arrivèrent à la porte de la chambre d'Arthur, ils virent la scène. Éléonore enlacée avec son fils. Monique à côté d'eux, ses mains reposant sur leurs épaules. Et Arthur, ce garçon silencieux qui avait hanté la maison de son isolement, enfin vivant. Le majordome, un homme qui travaillait dans cette maison depuis 20 ans et avait tout vu, tourna simplement le dos. Ses épaules tremblaient. Quand sa collègue, la cuisinière, lui toucha le bras, elle réalisa qu'il pleurait. Les hommes de sa génération ne pleuraient pas, mais ce moment l'exigeait. « Mon Dieu !» murmura la cuisinière, sa main couvrant sa bouche. Il a parlé. La nounou la plus âgée hocha simplement la tête, incapable de parler. Elle s'était occupée d'Arthur depuis sa naissance, avait été témoin de chaque moment d'angoisse, de chaque crise, de chaque instant où cet enfant était emprisonné dans son propre silence. Et maintenant, enfin, il y avait une brèche dans cette prison. La jeune nounou, celle qui avait souri pendant l'humiliation de Monique la veille, sentit son visage brûler de honte. Elle avait participé à la cruauté. Elle s'était délectée de la chute de quelqu'un qui n'avait fait qu'essayer d'aimer. Maintenant, elle comprenait le prix de sa frivolité. Le docteur Renaud entra dans la chambre, son stéthoscope autour du cou, mais ce n'était pas le moment pour la médecine traditionnelle. C'était le moment d'assister à un miracle neurobiologique. Il sortit son téléphone et enregistra l'instant. Arthur tenant la main de Monique, regardant Éléonore avec une expression à la fois curieuse et confiante. « Savez-vous l'importance neurologique de ce qui se passe ici ?» demanda le docteur Renaud, sa voix tremblant légèrement. « Cet enfant n'a pas seulement surmonté des barrières de communication, il a développé une intelligence émotionnelle en un temps record. Il fait preuve de théorie de l'esprit, la capacité de comprendre les émotions chez les autres. » Éléonore le regarda, ses propres yeux rouges de larmes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. « Cela signifie que Monique a créé un environnement sécurisé si puissant que le cerveau d'Arthur a pu enfin se développer pleinement, » expliqua le docteur Renaud. « Cela signifie que vous avez failli détruire quelque chose de précieusement fragile, mais cela signifie aussi qu'il est encore temps de réparer. » La nouvelle se répandit dans la maison comme une traînée de poudre. Les employés chuchotaient dans les couloirs. La mère d'Éléonore, qui vivait dans l'ailée de la maison, descendit pour voir par elle-même. Sa petite fille, âgée de 14 ans, se tourna de la fenêtre, une larme coulant. « Grand-mère, il a parlé !» dit la jeune fille, montrant Arthur qui jouait maintenant avec ses voitures alignées, touchant toujours la main de Monique. La grand-mère observa la scène avec les yeux de la sagesse qui ne vient qu'avec l'âge. Elle avait élevé Éléonore. Elle avait vu comment sa fille était devenue une femme qui ne pouvait accepter l'imperfection en rien, pas même en son propre fils.
Et maintenant, enfin, elle voyait Éléonore mise au défi d'accepter la réalité, que la perfection est une illusion et que l'amour véritable signifie embrasser les différences, pas les éradiquer. « Éléonore, dit la grand-mère, sa voix faible mais ferme, as-tu enfin compris ?» Éléonore regarda sa mère. « Quoi, maman ? Que tu essayais de créer un fils à ton image, alors que tu aurais dû te laisser transformer par son image à lui ?» répondit la grand-mère, s'approchant d'Arthur et touchant doucement ses cheveux bouclés. « Bienvenue au monde, mon chéri. Bienvenue dans un lieu où être différent, c'est être spécial. » Arthur, qui ne comprenait pas complètement les mots, mais comprenait le ton affectueux, sourit. L'assistante de direction d'Éléonore, qui avait été témoin de la scène d'humiliation publique de Monique la veille, entra dans la pièce avec sa tablette. Elle avait tout documenté. Chaque mot cruel, chaque accusation injuste. Maintenant, elle commençait à comprendre qu'elle avait été du mauvais côté de l'histoire. « Éléonore, dit-elle avec hésitation, concernant la note que vous m'avez demandé d'envoyer sur le licenciement de Monique, je vais l'archiver. Sans suite. » Éléonore acquiesça, reconnaissante. Elle apprenait que certaines erreurs étaient si grandes qu'elles devaient être plus qu'oubliées. Elles devaient être activement réparées. Le docteur Renaud passa un appel téléphonique. « Je veux documenter ce cas pour la communauté scientifique. »« Arthur, tu permets ?» demanda-t-il au garçon. Arthur ne comprenait ni la médecine ni la science, mais il comprenait quand un adulte était gentil. Il hocha la tête, ses yeux fixés sur Monique. « Ce cas va révolutionner la façon dont nous traitons l'autisme, » dit le docteur Renaud à Éléonore. « Nous allons démontrer qu'un environnement émotionnel sécurisé est aussi important que la médication. Nous allons montrer que l'empathie, c'est de la neuroscience, et nous allons en donner le crédit à Monique, pas à un spécialiste avec un diplôme accroché au mur. » Ces mots résonnèrent dans la maison. Les employés, écoutant à travers les portes entr'ouvertes, comprirent enfin. Ils reconnurent enfin l'injustice flagrante dont ils avaient été témoins. Plus tard, quand Arthur s'endormit enfin, Monique descendit les escaliers et trouva Éléonore qui l'attendait dans le salon. « J'aimerais que vous reveniez, » dit Éléonore, sa voix petite. « Pas comme femme de ménage, comme membre de la famille, comme gouvernante d'Arthur, comme quelqu'un qui l'aime. »« Et vous ?» demanda Monique. « Pouvez-vous accepter que votre fils m'aime, qu'il m'ait choisi avant de vous choisir ?» Éléonore baissa la tête. « Oui, parce que j'ai enfin compris que l'amour n'est pas une compétition. L'amour est un multiplicateur. Plus il y a de personnes qui aiment un enfant, plus il est en sécurité. Vous m'avez appris cela. » Monique sentit les larmes couler. Elle avait perdu un fils des années auparavant. Elle en avait gagné un autre. Et maintenant, enfin, elle avait aussi gagné une mère qui comprenait. Cette nuit-là, quand tout le monde dormit, le docteur Renaud resta dans le salon, tapant son rapport. Les mots coulaient naturellement. Cas, Arthur Duval, 5 ans, autisme sévère. Résultat, première communication verbale claire après 5 ans de silence. Cause déterminée, présence constante d'amour inconditionnel et de compréhension authentique. Conclusion. Le facteur le plus important dans le développement des enfants neurodiversifiés n'est pas la technologie médicale, c'est la connexion humaine authentique. Et pendant que le monde dormait, un miracle avait été silencieusement créé. Pas par des médecins, pas par des médicaments, mais par une femme invisible qui avait aimé un enfant quand personne d'autre n'en était capable. 3 semaines après cette aube transformatrice, Arthur était assis sur la terrasse de la maison, ses petits doigts traçant des motifs dans le sable d'un bac à jouets. Il n'était pas guéri. Son autisme était toujours là, partie intrinsèque de qui il était. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Il n'était plus emprisonné par le silence. Maintenant, il pouvait choisir quand parler et quand rester silencieux. Il pouvait choisir entre l'isolement sûr de son monde intérieur et la connexion avec le monde extérieur. « Maman, regarde !» dit Arthur, montrant un motif qu'il avait créé. Monique s'approcha, s'agenouillant à côté de lui. « C'est très joli, mon amour. Tu es très créatif. » Éléonore observait de loin, à travers la fenêtre. Elle n'interrompait plus ces moments. Elle avait appris que sa présence constante n'était pas nécessaire. Sa présence occasionnelle,
lorsqu'elle était offerte, était bien plus précieuse. Elle apprenait à être mère d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Pas contrôlante, pas perfectionniste, simplement présente. La leçon que cette histoire avait enseignée à tous était simple, mais profonde. L'amour véritable ne reconnaît pas les hiérarchies sociales. Peu importe votre profession, votre salaire, votre niveau d'éducation. Ce qui importe, c'est l'authenticité de votre cœur. Monique l'avait démontré. Une femme que personne ne considérait comme suffisamment importante pour être écoutée avait été exactement la personne dont l'enfant avait le plus besoin. Le docteur Renaud avait visité la maison chaque semaine depuis l'incident. Il ne venait plus en tant que médecin maintenant. Il venait en tant que témoin d'une transformation qui pourrait changer la façon dont le monde entier voyait les enfants autistes. Il avait commencé à écrire son article pour la plus importante revue de neurologie du pays. Le titre était simple, « L'empathie comme facteur neurobiologique dans le développement de l'enfant ». Éléonore s'asseyait fréquemment avec le docteur Renaud, apprenant sur l'autisme, sur la façon dont le cerveau d'Arthur fonctionnait, sur la façon dont elle avait nui sans intention, mais pouvait maintenant réparer. Elle avait annulé la plupart des thérapies coûteuses. À leur place, elle avait créé quelque chose de bien plus important, un environnement où Arthur pouvait être Arthur, complètement accepté. La grand-mère d'Arthur, qui avait vu tout s'effondrer et se reconstruire, avait dit quelque chose qui résonnait dans l'esprit d'Éléonore. « Tu essayais de dompter ton fils, maintenant tu apprends à l'aimer. » Monique, de son côté, avait reçu quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré recevoir, la validation. Non seulement de la famille, mais des professionnels. Le docteur Renaud lui avait suggéré de suivre une formation formelle sur l'accompagnement des enfants autistes. Il avait offert de la payer. Monique était encore en train de décider, non pas parce qu'elle doutait d'elle-même, mais parce qu'elle avait découvert que parfois, la sagesse qui vient du cœur est plus précieuse que n'importe quel certificat. L'impact le plus grand, cependant, n'était pas personnel, il était universel. L'histoire d'Arthur commença à se répandre. D'autres parents d'enfants autistes contactèrent Monique. Ils voulaient apprendre ses méthodes. Il voulait savoir comment elle avait réussi là où les thérapeutes avaient échoué. Et Monique, humblement, partageait ce qu'elle savait. Patience, amour inconditionnel, acceptation authentique. Éléonore avait offert sa maison comme espace pour que Monique travaille avec d'autres familles. Elle avait offert son temps, son argent, son influence, parce qu'elle avait enfin compris que sa rédemption ne viendrait pas de la perfection. Elle viendrait de l'action corrective. Elle viendrait de l'utilisation de son privilège pour amplifier la voix de quelqu'un qui avait été réduite au silence. Sur cette terrasse, tandis qu'Arthur créait ses motifs dans le sable, la véritable leçon de l'histoire devenait claire. L'injustice avait été commise. L'humiliation avait été réelle. Mais la possibilité de réparation était également réelle. Parce que l'humilité, lorsqu'elle est enfin embrassée, est la plus puissante force de transformation qui existe. Éléonore était tombée de son piédestal d'autorité infaillible. Et dans cette chute, elle avait enfin trouvé le sol solide de l'amour véritable. 1 an s'écoula depuis cette aube transformatrice. Arthur avait maintenant 6 ans. Son vocabulaire s'était enrichi de 250 mots. Ce n'était pas parfait. Il avait encore des difficultés avec la communication sociale. Il avait toujours ses rituels autistes. Mais il vivait désormais dans un monde où il était complètement accepté tel qu'il était. Monique avait officiellement emménagé dans l'hôtel particulier. Elle recevait un salaire juste, des avantages et, plus important encore, du respect. Elle n'était plus invisible. Éléonore présentait Monique comme la gouvernante thérapeutique d'Arthur et partie intégrante de la famille, à tous ceux qu'elle connaissait. Monique avait commencé sa formation spécialisée dans l'accompagnement des enfants neurodiversifiés. Elle étudiait le soir, ses livres étalés dans la petite pièce qui était maintenant sa chambre dans la maison. Éléonore avait profondément changé. Son poste de dirigeante perdurait, mais ses priorités s'étaient réorganisées. Elle avait créé une fondation appelée Les Premières Voix, dédiée à aider les enfants autistes et leurs familles.
La moitié de son bénéfice annuel était destinée à la recherche sur le développement neurologique infantile. Son nom apparaissait fréquemment dans les gros titres positifs. Une femme d'affaires investit des millions dans le soutien aux enfants autistes. Mais le titre qui la touchait le plus, celui qu'elle avait encadré et accroché dans son bureau, était un article du journal local. Une employée de maison transforme la vie d'un enfant autiste. Une histoire d'amour inconditionnel inspire la communauté. Le docteur Renaud avait publié son article. Il l'avait présenté lors de conférences internationales. L'histoire d'Arthur et Monique était devenue un cas d'étude dans les universités de médecine. Les professeurs montrèrent le cas à leurs étudiants en disant « Ceci est la neuroscience, ceci est la compassion, ceci est la guérison au sens le plus profond. » La grand-mère d'Arthur avait passé plus de temps avec la famille. Elle avait vu sa fille se transformer d'une femme contrôlante et anxieuse en une mère qui comprenait réellement son fils. « Tu as enfin appris la leçon la plus importante », avait dit la grand-mère à Éléonore. « Qu'aimer, c'est lâcher prise. » Le majordome qui avait été témoin de la scène d'humiliation avait présenté ses excuses à Monique. Il avait été lâche, il avait laissé Éléonore la chasser sans défendre quelqu'un qui ne le méritait clairement pas. Monique lui avait pardonné. « Nous faisons tous de notre mieux avec la connaissance que nous avons », avait dit Monique. Simple, puissant, vrai. La jeune nounou, celle qui avait souri pendant l'humiliation de Monique, avait demandé sa mutation. Elle ne pouvait plus regarder le visage de Monique sans ressentir de honte. Monique lui avait permis de rester, mais cette jeune fille avait choisi de partir. Parfois, la culpabilité est un professeur plus puissant que le pardon. Arthur avait été accepté dans une école spécialisée où il y avait enfin des enfants comme lui. Des enfants qui pensaient différemment, des enfants qui traitaient le monde d'une manière unique. Des enfants qui étaient célébrés pour leur diversité, non cachés à cause d'elle. Le premier jour d'école, Arthur avait dit « Maman, il y a plus d'enfants comme moi ici. »« Oui, mon chéri, » avait répondu Monique. « Et tu es parfait. » Ce mot, « parfait », avait changé de sens pour Éléonore. Parfait n'était plus sans défaut. Parfait était exactement comme il devait être. Lors des événements mondains où Monique avait été invisible, elle était maintenant honorée. Éléonore la présentait avec fierté. « Voici Monique, elle a sauvé mon fils, elle m'a sauvé. » Les gens écoutaient l'histoire et comprenaient. Ils comprenaient que la classe sociale ne définit pas la valeur, que la profession ne définit pas la dignité, que l'amour véritable voit au-delà des barrières que le monde construit. Cette dernière nuit de la première année, Monique chantait une berceuse à Arthur pendant qu'il dormait. Éléonore entra silencieusement dans la chambre et toucha l'épaule de Monique, sans parler, partageant simplement ce moment sacré. Deux femmes qui avaient commencé comme ennemies partageaient maintenant le but le plus important, aimer authentiquement un enfant. Et l'impact le plus grand? Arthur avait appris que dans un monde souvent cruel et jugeant, il y avait des gens qui l'aimaient inconditionnellement. Et cette connaissance, cette sécurité fondamentale, lui permettrait de naviguer toute une vie avec courage. Si cette histoire a touché votre cœur, c'est le moment d'agir. Laissez votre like maintenant si vous croyez que chaque enfant mérite d'être compris et aimé exactement tel qu'il est, sans jugement, sans préjugés, sans tentative de réparer ce qui n'est pas cassé. Dans les commentaires, écrivez « L'amour n'a pas de classe sociale ». Nous voulons voir votre nom là, nous voulons entendre votre voix, nous voulons que vous rejoigniez une communauté qui croit au pouvoir transformateur de l'empathie authentique. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille avec des enfants spéciaux, quelqu'un qui prend soin, qui se donne, qui fait la différence en silence? Une nounou, un enseignant, un soignant, un thérapeute? Taguez cette personne dans les commentaires. Faites-lui savoir que son travail est reconnu. Faites-lui savoir que les gens comme Monique ne sont pas invisibles, qu'ils comptent, qu'ils font la différence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre sur l'empathie, sur l'acceptation, sur le respect de la neurodiversité. Partagez avec quelqu'un qui a jugé un enfant différent.
Partagez avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'aimer signifie accepter, pas essayer de changer. Si vous ou quelqu'un de votre entourage avez un enfant autiste, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des communautés de soutien. Il existe des gens comme Monique prêts à aider. Il existe des professionnels qui comprennent que chaque enfant a son propre rythme, sa propre façon d'être au monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles histoires qui touchent l'âme, qui transforment les perspectives, qui rappellent l'humanité en chacun de nous. Des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Dans les commentaires, dites-nous aussi quel a été le moment le plus émouvant pour vous. Quand Arthur a dit « maman » pour la première fois. Quand Éléonore a enfin compris son erreur. Quand Monique a été reconnue. Nous voulons entendre votre histoire, votre réaction, votre cœur. Cette histoire n'est pas seulement sur Arthur, Monique ou Éléonore, elle est sur nous tous. C'est un rappel que nous ne savons jamais qui a vraiment besoin de notre empathie. C'est un rappel que les personnes invisibles sont souvent les plus importantes. C'est un rappel que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de changer. À la prochaine histoire qui transformera votre cœur. Et souvenez-vous toujours, ne jugez jamais un livre à sa couverture, ni une mère à sa profession, parce que le véritable amour ne reconnaît pas les barrières.